Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet brûlant qui secoue les fondements du système économique mondial, le système de réserve fédérale des États-Unis, le summum de la corruption. Lors d'une table ronde tenue en marge du 12e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, le 27 juin 2024, Akarova Maria, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, a ouvert une discussion acerbe sur les mécanismes de la Fed, dénonçant son rôle central dans l'exploitation économique mondiale. À travers ses propos percutants, elle soulève des questions essentielles sur l'influence de cette institution sur l'économie mondiale et les politiques des nations. Dans cette vidéo, nous analyserons ces déclarations et leur portée pour comprendre comment ce système impacte nos vies et l'équilibre global des puissances. Restez jusqu'à la fin et partagez avec nous vos avis en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous. Allons-y. Merci beaucoup. Vous savez, en poursuivant littéralement les remarques précédentes de Vladimir Rudolfovitch et le sujet soulevé par l'orateur précédent à propos de la dette publique américaine, nous comprenons tous qu'ils ne rendront jamais cet argent à personne. Ni en espèces, ni en coquillages, ni en opportunités. Ceci amène une question à poser dans d'autres sessions, d'autres sections, à un public différent composé de professionnels, d'économistes et de financiers, qui ont pendant tant d'années regardé vers l'Occident. Que se passera-t-il lorsque cette réalité deviendra évidente pour chaque personne sur Terre et que cela sera officiellement déclaré? Que se passera-t-il ensuite? Quelqu'un doit bien répondre honnêtement à cette question, car ce chiffre, la dette, continue de croître chaque jour, et il repose sur des indicateurs bien réels. Oui, la monnaie américaine n'est pas adossée à une valeur réelle, mais la dette, elle, est constituée de véritables obligations. Elle inclut le travail des gens, des ressources et des capitaux réels. Alors, que va-t-il se passer? Et quand quelqu'un nous répondra-t-il à ce sujet? Car, pour ainsi dire, une culmination doit arriver à un moment donné. Mais tout ce dont nous parlons aujourd'hui, depuis le moment où la Réserve fédérale a vu le jour et a commencé à apparaître dans l'espace public, a toujours, même à une époque où cet espace public était sous-développé, été marqué par le terme de « conspiration ». Tous ceux qui essayaient d'émettre une opinion sur le sujet, en s'appuyant sur des faits réels, journalistes, économistes, financiers, acteurs publics, politiciens recevaient immédiatement l'étiquette de théoriciens du complot. Ces discussions étaient rendues totalement inaccessibles à la diffusion. Au XXe siècle, cette thèse a même été instrumentalisée. Des chercheurs américains ont découvert des documents indiquant qu'au sein de la CIA, dans les années 1960 et 1970, un concept avait été élaboré pour instrumenter l'idée de la théorie du complot, afin de l'utiliser immédiatement pour influencer la conscience collective de masse. Cela servait à étouffer toute discussion sur la réserve fédérale et les sujets qui y étaient liés. Mais nous sommes entrés dans une nouvelle époque, le XXIe siècle, où chaque individu, ou presque, a un accès instantané à des sources d'informations, aux bibliothèques en ligne, aux analyses de chercheurs, et ainsi de suite. Ces faits sur la réserve fédérale ne peuvent plus être étiquetés comme des théories du complot. Ce sont des faits, des chiffres, des données. Ce dont nous discutons aujourd'hui ne contient aucune évaluation personnelle. Ce sont des matériaux factuels qui ont été présentés. Alors, que doit-on en faire? Un nouveau concept a remplacé l'ancien, ce qu'on appelle désormais en anglais le whataboutisme. En russe, cela se traduit par « vous allez toujours pointer du doigt quelqu'un d'autre, vous allez toujours dire « et eux alors ». Ce concept est utilisé pour, une fois de plus, empêcher toute discussion. À l'issue de notre débat aujourd'hui, même si nos conclusions sont publiées quelque part en Occident, ils diront que les Russes sont passés de la théorie du complot au whataboutisme. Ils utilisent maintenant les problèmes des États-Unis pour chercher des coupables. Autrement dit, chaque fois que l'humanité s'approche de ce sujet, un nouveau terme, une nouvelle stratégie ou un nouveau soi-disant narratif est inventé pour détourner la discussion. Mais, comme vous pouvez le comprendre, cela ne nous arrête pas. Puis-je maintenant effectuer une petite expérience? Elle ne nécessite pas de réponse immédiate de votre part, ni en public, ni même pour vous-même. Vous venez d'entendre l'histoire de la création de la Réserve fédérale, décrite de manière si fascinante par Anatolievitch, ainsi que des évaluations économiques et financières fondées sur des données. Essayez maintenant de formuler cette question pour vous-même et d'y répondre un peu plus tard. N'avez-vous pas, pendant un instant, pensé « Eh bien, ils sont forts, ils ont créé une
une telle machine, et elle fonctionne si bien. Cela ne vous a-t-il pas traversé l'esprit, comme une idée ou un sentiment? Vous pourriez vous dire, pourquoi discutons-nous de tout cela? Nous n'avons rien de semblable, et peut-être que nous envions un peu ce système, car nous ne pouvons pas y influencer. Peut-être que nous aimerions avoir une telle structure qui nous aiderait à résoudre des problèmes urgents et à avancer. Cela a probablement traversé l'esprit de certains. Je veux revenir à cette pensée pour formuler une réponse ou pour montrer une voie vers une réponse. Je veux revenir à ce que M. Bezrukov a mentionné concernant la définition de la corruption, une définition anglo-saxonne, américaine et britannique. Permettez-moi de la répéter pour rafraîchir votre mémoire. Un comportement malhonnête ou frauduleux commis par une personne ou une organisation à qui une position de pouvoir a été confiée dans le but d'en tirer un avantage illégal. Cela semble clair, évident et juste. Et pourtant, cela caractérise parfaitement ce qui se passe au sein de la Réserve fédérale. Il y a juste un petit détail. Regardons d'où vient le mot corruption. C'est du latin. Et que signifie la corruption en latin? Distorsion, décomposition, perversion. Où retrouve-t-on cet aspect moral et éthique dans la définition anglo-saxonne? Nulle part. Elle ne fait référence qu'à la conformité avec la loi. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la démocratie, notamment en Occident? C'est la modification légale de la loi. Telle que vous la changez, telle elle sera. Mais qu'est-ce qui reste constant? Ce qui devrait rester constant, c'est la moralité et l'éthique. Or, elle n'existe pas dans cette définition. Et qu'en est-il chez nous? Jetons un œil au dictionnaire d'Ojegoff. On ne peut certainement pas l'accuser d'être influencé par des considérations politiques actuelles ou d'avoir adapté ses définitions au temps présent. Après tout, le temps a passé. Comment y est définie la corruption? Comme la décomposition morale des responsables et des politiciens, qui se manifeste par l'enrichissement illégal, la corruption, le détournement et les liens avec des structures mafieuses. Cela ressemble beaucoup aux définitions anglo-saxonnes. Mais il y a un aspect moral, celui qui est complètement absent dans ce Pax Americana, dans ce monde anglo-saxon, et ainsi de suite. Voilà, en fait, la réponse à la question qui, d'une manière ou d'une autre, s'est posée à chacun de nous. Et si nous avions quelque chose de semblable? Peut-être que nous n'avons tout simplement pas eu le temps d'inventer quelque chose de similaire? Revenons maintenant à la pratique américaine. Pourquoi parlons-nous de corruption et pourquoi avons-nous le droit d'en parler? Parce que là-bas, elle est légale. Parce qu'elle a un statut légal. C'est pourquoi la moralité n'est pas nécessaire. Elle gênerait considérablement. En réalité, c'est cela le lobbying officiel aux États-Unis. C'est la légalisation de la corruption. Je vous rappelle que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, l'a dit clairement en 2021. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une idéologie propre à nous. Ce sont des faits concrets. Ce sont des faits et des opinions d'experts. Si vous dites que cela reflète probablement encore une approche russe, permettez-moi alors de vous citer un président américain, Jimmy Carter. On ne peut guère soupçonner ce dernier d'aimer notre pays ou de jouer pour l'équipe de la Fédération de Russie. Voici une citation directe de Jimmy Carter. La démocratie américaine est une imposture. Peu importe combien d'argent les oligarques injectent dedans, eux qui contrôlent le pays et les médias nationaux. Les États-Unis sont devenus un marché où les décisions politiques peuvent être achetées. Vous pourriez dire qu'il parlait probablement de son époque, que cela pouvait être vrai à l'époque, mais que maintenant tout est différent, que les États-Unis se développent. Eh bien, non. C'était une interview qu'il a donnée en 2015 au politologue Tom Hartman. Il existe une version selon laquelle Jimmy Carter pensait que c'était son dernier entretien. Il devait subir une opération et aurait peut-être décidé de soulager sa conscience en révélant ce fardeau. Peut-être, je ne sais pas, mais cela a été dit, c'est un fait. Regardons maintenant un autre point de la planète pour avoir une vue d'ensemble. Nous connaissons l'approche russe de ce problème, nous connaissons l'approche américaine. Regardez ceci.
Un rapport de la Société chinoise pour l'étude des droits de l'homme indique que le système de dons politiques aux États-Unis a effectivement transformé les élections en un jeu réservé aux riches. Certaines décisions emblématiques de la Cour suprême des États-Unis empêchent les candidats de financer des publicités négatives contre leurs concurrents et lèvent les plafonds de financement des donateurs privés dans les campagnes électorales. Il y a une semaine, lors d'une réunion du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, un rapport conjoint préparé pour la première fois par les départements des affaires étrangères de la Russie et de la Biélorussie sur la situation des droits de l'homme dans certains pays, y compris les États-Unis, a été publié. Lisez-le, c'est très intéressant. On y aborde notamment la problématique de la corruption. En quoi se manifeste-t-elle exactement là-bas? Il y a de nombreux exemples. Il s'agit de l'établissement de cadres législatifs pour le lobbying, des milliards de dollars qui circulent dans les campagnes électorales, du système d'idées porte tournante, le passage ouvert des fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé, puis à nouveau dans l'autre sens, et d'événements privés avec des prix d'entrée démesurément élevés pour avoir la possibilité de rencontrer des personnalités publiques américaines qui ne sont en réalité qu'un moyen de les remercier ou d'obtenir un accès à une personne influente. Cela se manifeste par l'existence de seulement 2 groupes influençant le processus législatif, qui ne sont même pas des partis politiques, mais des factions. C'est également visible dans le système de nomination politique aux postes gouvernementaux et diplomatiques aux États-Unis. L'un des cas les plus curieux, bien qu'il y en ait eu beaucoup, remonte à 2014. Colin Bell, femme d'affaires et productrice d'une série télévisée populaire, a été nommée ambassadrice des États-Unis en Hongrie. Elle avait simplement, pour ainsi dire, fait un investissement réussi dans la campagne d'Obama et a ensuite obtenu cette nomination. Vous savez, analysons cela. Nous avons déjà examiné le point de vue russe, ainsi que l'approche américaine vue de l'intérieur, à travers les yeux d'une personnalité influente. Nous avons également pris en compte le point de vue chinois. Regardons maintenant l'approche internationale. Regardons les classements internationaux de la corruption. Vous ne verrez jamais les États-Unis figurer en haut de la liste des pays les plus corrompus dans les classements mondiaux. Prenons, par exemple, une ONG qui, en théorie, devrait avoir un regard objectif. Transparency International, qui, d'ailleurs, a été inscrite en 2023 par le ministère russe de la Justice sur la liste des organisations indésirables. Cette ONG publie un indice de perception de la corruption. Selon vous, à quelle position figurent les États-Unis? Washington est classé parmi les 25 pays les moins corrompus. Et pourquoi? On pourrait penser qu'il s'agit d'une évaluation impartiale. Mais voyons combien cette évaluation impartiale coûte et qui la finance. Jetons un œil au rapport financier de Transparency International. On y trouve des sponsors, des institutions financières qui versent directement de l'argent à cette organisation. Parmi eux, le département d'État américain, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et le Fonds pour une société ouverte de George Soros. Quels autres résultats peut-on attendre? Voici, en quelque sorte, la cerise sur le gâteau, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres de ce système de corruption. Mais n'approfondissons pas les problèmes internes des États-Unis. Regardons plutôt comment ces problèmes, qui semblent internes, liés à la corruption de leur appareil d'État et de certaines structures soi-disant non gouvernementales comme la Réserve fédérale américaine, Fed, affectent le monde entier. Car l'accent ne devrait pas être mis uniquement sur ces anomalies locales de corruption aux États-Unis, mais plutôt sur leurs relations internationales, qui sont déformées par cette corruption américaine. La Réserve fédérale est en substance le noyau du système financier mondial centré sur le dollar. Selon les données du FMI, près de 60% des réserves nationales des États sont détenues en dollars, bien que cette part tende désormais à diminuer. Pour les transactions commerciales, comme le montrent également les statistiques de SWIFT, plus de 80% des opérations sont réalisées en dollars. Autrement dit, le dollar domine encore largement. Et dans ce contexte, que fait la Fed? Elle manipule les taux de change, rendant le service de la dette en dollars moins cher, et régule les taux d'intérêt. Pourquoi cela? Dans l'intérêt de l'économie américaine, en maintenant son attractivité pour les investisseurs. Ainsi, les
Les États-Unis assurent l'extraction de ressources financières du monde entier. Ce n'est donc pas simplement une histoire de corruption superficielle. C'est une histoire enracinée profondément dans les relations internationales, les influençant de manière destructrice. Encore une fois, il s'agit d'un vol légalisé à l'échelle internationale. Selon les experts, l'architecture financière mise en place par les États-Unis pour gérer les opérations en dollars leur rapporte directement jusqu'à 4% supplémentaires de leur PIB. L'émission incontrôlée de liquidités par la Fed, notamment aux côtés de la Banque centrale européenne, pendant la pandémie de Covid-19 en 2020 à 2021, période durant laquelle la masse monétaire aux États-Unis a augmenté de près de 40%, a provoqué une inflation mondiale et déstabilisé les marchés financiers et commerciaux. Qui en assumera la responsabilité? Et je vous rappelle que pour leurs manipulations immobilières similaires en 2008, ce sont les pays du G20 qui ont payé les pots cassés. Le G20 avait d'ailleurs été créé précisément à cet effet. Vous vous souvenez pourquoi le G20 a été créé? Ce n'était pas pour remplacer le G7. C'était pour soulager le G7, qui s'était positionné comme un leader pionnier dans le domaine financier, mais qui n'aurait jamais pu, à lui seul, ramener le monde à ses positions économiques et financières précédentes. Pour cela, on a fait appel principalement à la Chine et aux grands acteurs du Moyen-Orient afin de financer toutes les manipulations de Washington qui avaient conduit à l'effondrement de 2008. De nombreuses nations du Sud global, traditionnellement dépendantes des importations, ont dû, après la pandémie, chercher des ressources supplémentaires pour obtenir des biens de première nécessité, comme des denrées alimentaires, des sources d'énergie et des engrais minéraux. Quelle a été la prochaine étape? Cela a conduit à une augmentation rapide du niveau d'endettement des pays en développement. Encore une fois, le poids a été transféré sur eux. Selon les données de la Banque mondiale, à la fin de l'année 2022, la dette totale des pays en développement s'élevait à 9 000 milliards de dollars, y compris 1 000 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres bénéficiaires de l'aide de l'Association internationale de développement, un montant record. D'après les estimations de la CNUSED, la dette totale des pays africains a augmenté de 183% en 12 ans. Ce n'est pas parce que l'Afrique consomme davantage qu'elle ne produit, comme le font les États-Unis, mais à cause des obligations imposées par les institutions monétaires et financières mondiales, dont le centre et le noyau restent la Réserve fédérale américaine, Fed. Ces obligations continuent de pousser ces pays dans une impasse de la dette, un véritable joug. Pour donner une idée, la dette de l'Afrique s'élève à 1 800 milliards de dollars, ce qui dépasse de 4 fois la croissance de leur PIB national. Plusieurs pays du Sud global sont déjà aujourd'hui pris au piège de la dette, avec des coûts de service de la dette qui dépassent 50% de leur budget. Ce n'est qu'une seule ligne dans leur compte. Ces chiffres pourraient être énumérés indéfiniment. Quel est le constat à ce sujet? Washington, en conservant le rôle central de la Fed et sa domination sur les finances mondiales, utilise cette domination de manière extrêmement cynique et brutale au profit des élites du milliard doré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela représente une destruction de l'économie mondiale, une atteinte au bien-être des autres pays, en premier lieu en Afrique, en Asie et en Amérique latine. C'est, en réalité, le néocolonialisme du XXIe siècle. Mais inutile de parler davantage des institutions de Bretton Woods. Vladimir Rudolfovitch en a déjà largement parlé. Ce que je veux souligner, c'est la réponse. La réponse de notre pays, comme l'a également mentionné le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, il y a quelques semaines sur cette même plateforme. C'est un monde multipolaire, le développement de nouveaux centres économiques et la dédollarisation. Non pas par envie ou par opposition systématique aux États-Unis, mais parce que ce système s'est révélé inefficace et conduit à un effondrement national à l'échelle mondiale. Et voici le dernier point que je souhaite aborder. Oui, bien sûr, cela inclut le développement de nouveaux centres de pouvoir économique, comme les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, l'Union économique eurasiatique, UEE, et bien d'autres. Ce que je veux dire en conclusion, c'est ceci. La fierté des États-Unis a toujours été leur système d'économie libérale. Mais rien n'est plus antilibéral, au sens de la liberté, que la Réserve fédérale américaine. C'est un joug, une structure qui détruit la liberté, y compris la liberté économique, dans son essence même. Merci. Les propos de Maria Akharova lors de la table ronde sur la Réserve fédérale des États-Unis, tenue en marge du 12e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, ne sont pas seulement une critique du système financier mondial, mais offrent également des enseignements précieux sur la manière dont nous pouvons aborder la vie personnelle et professionnelle avec une perspective d'excellence.
Voici une analyse profonde de ces remarques et les leçons que l'on peut en tirer pour développer une attitude d'excellence. 1. La reconnaissance des systèmes de pouvoir et l'importance de l'indépendance de pensée. Zakharova souligne la manière dont le système de la Réserve fédérale, apparemment conçu pour servir l'économie mondiale, est en réalité un outil de manipulation et de domination économique, affectant profondément les nations et leur souveraineté. Cette prise de conscience est cruciale, car elle nous rappelle l'importance de comprendre les systèmes de pouvoir qui nous influencent au quotidien, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. Leçon d'excellence. Dans notre vie personnelle et professionnelle, nous devons être capables de remettre en question les systèmes et structures établis qui influencent nos actions et nos décisions. L'excellence commence par une capacité à analyser de manière critique les normes et attentes sociales, professionnelles ou organisationnelles, et à ne pas suivre aveuglément des modèles qui ne servent pas nos intérêts ou notre développement personnel. Cherchez toujours à comprendre le « pourquoi » derrière les décisions prises, qu'elles soient à l'échelle de votre entreprise ou de votre propre vie. 2. La lutte contre la corruption systémique et la recherche de l'intégrité. Maria Zakharova évoque la manière dont la corruption systémique dans le système financier mondial, symbolisée par la Réserve fédérale, affecte l'ensemble des nations, créant un environnement où l'élite dominante profite au détriment des autres. Cette analyse va au-delà de la simple critique du capitalisme ou des pratiques économiques. Elle touche directement à l'idée de corruption systémique. Leçon d'excellence. Dans notre quête de l'excellence, l'intégrité personnelle doit être une valeur centrale. Que ce soit dans nos relations professionnelles ou personnelles, nous devons éviter les compromis qui vont à l'encontre de nos principes. Cela signifie prendre des décisions éthiques, même lorsqu'elles sont difficiles ou impopulaires. La corruption, sous toutes ses formes, est un obstacle à l'évolution personnelle. Pour atteindre l'excellence, il est nécessaire de cultiver une culture de responsabilité, d'honnêteté et de transparence dans toutes nos actions. 3. La critique des systèmes économiques mondiaux et la nécessité de repenser les modèles de réussite. Zakharova évoque la manière dont le système économique mondial, guidé par la Fed, est conçu pour maximiser les profits d'une petite élite au détriment de la majorité. Elle suggère que ce système est en fin de compte déstabilisateur, non seulement pour les économies, mais aussi pour la prospérité humaine à long terme. Cette analyse fait écho à une remise en question profonde des modèles économiques et des critères de réussite mondiaux. Leçon d'excellence. Dans notre vie professionnelle, il est essentiel de ne pas simplement chercher à reproduire les modèles de réussite conventionnels dictés par la société. L'excellence se construit souvent en remettant en question ce que l'on considère comme des succès établis. Repensez ce que vous considérez comme un objectif professionnel. Est-ce la richesse matérielle et la reconnaissance publique, ou est-ce la satisfaction d'avoir un impact positif, de créer de la valeur durable et de développer des compétences authentiques? L'excellence ne réside pas dans l'adhésion aveugle aux critères externes de réussite, mais dans l'autonomisation par des objectifs personnels alignés sur des valeurs profondes. 4. La gestion des crises économiques et la résilience personnelle. La crise financière de 2008 et la manière dont les États-Unis ont géré la situation sont des exemples cités par Zakharova pour illustrer la manière dont les institutions mondiales, en particulier la Fed, agissent dans leur propre intérêt tout en laissant d'autres pays, notamment du Global South, souffrir des conséquences. Cela montre l'impact de la mauvaise gestion économique à grande échelle et les conséquences dramatiques sur les pays les plus vulnérables. Leçon d'excellence. Dans la vie personnelle et professionnelle, la capacité à naviguer à travers les crises est une compétence essentielle. La résilience face aux épreuves, qu'elles soient économiques, émotionnelles ou professionnelles, est un trait de caractère clé. En période de crise, l'excellence réside dans la capacité à s'adapter, à rester calme et à tirer des enseignements des difficultés. Soyez proactifs dans la gestion de vos finances personnelles, dans l'acquisition de nouvelles compétences et dans la construction de réseaux de soutien solides. Lorsque les tempêtes arrivent, ce sont ceux qui ont investi dans leur résilience qui sortent renforcés. 5. L'appel à un nouveau système multipolaire et la recherche de solutions globales. Zakharova mentionne également l'émergence d'un monde multipolaire, où plusieurs puissances économiques vont rivaliser pour modeler l'avenir, en opposition à un modèle unipolaire dirigé par les États-Unis. Cette vision soulève l'idée de solutions globales qui ne sont pas centrées sur une seule nation, mais sur une coopération mondiale équilibrée. Leçon d'excellence. Dans votre parcours personnel et professionnel, l'excellence réside dans la capacité à collaborer, à rechercher des solutions collectives et à s'ouvrir aux autres perspectives. N'ayez pas peur de travailler avec des individus d'horizons différents, d'apprendre des diverses cultures et d'enrichir votre propre vision par des échanges internationaux. Adopter une perspective globale et multipolaire dans votre approche des défis vous permettra de vous adapter et d'évoluer dans un monde de plus en plus interconnecté. En somme, les propos de Maria Zakharova sur la Réserve fédérale et la corruption systémique nous rappellent qu'il est essentiel de ne pas simplement accepter les structures de pouvoir qui nous entourent, mais de les examiner attentivement et de tirer parti de nos propres valeurs et principes pour tracer notre voie vers l'excellence. En abordant les questions d'intégrité, de réflexion critique
de résilience et de réinvention des modèles de réussite, nous pouvons non seulement exceller dans nos vies personnelles et professionnelles, mais aussi contribuer à un changement positif dans le monde. Dans ce contexte, une question se pose. Comment pouvons-nous, à titre personnel, lutter contre les systèmes de pouvoir qui influencent nos vies sans compromettre nos principes? Et quelles actions concrètes pouvons-nous prendre pour développer des modèles économiques plus éthiques et plus durables dans notre environnement professionnel? Merci pour vos avis. À très bientôt.